Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. En 2012, l'UNESCO avait fait tout un cadeau aux Acadiens des provinces-maritimes. Le paysage de Grand Pré dans la vallée d'Annapolis était proclamé site du patrimoine mondial du Canada. On soulignait ainsi la valeur exceptionnelle, inestimable de Grand Pré pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. Des Acadiens y avaient développé au 17e siècle une exploitation agricole unique en asséchant des marais. Puis il y a eu la déportation, le grand dérangement qui a débuté en 1755, alors que des milliers d'Acadiens étaient chassés de leurs terres. Pour le peuple acadien, Grand Pré est demeuré, au fil des siècles, le symbole de leur culture, de leur survie, de leur résilience. La réalisatrice Annie Calirette a rencontré divers acteurs de la société acadienne qui racontent l'histoire de Grand Pré, son rôle pour la diaspora acadienne et surtout l'importance de cette reconnaissance par l'UNESCO. Voici donc Grand Pré, écho de l'UNESCO. I see none, so Le jour que ça a été annoncé, tout le monde a juste explosé. So it was a live stream, and it was just a cheer. Very emotional for everybody, still for me. Le 30 juin, quand l'UNESCO a voté à l'unanimité que Grand Pré faisait partie des sites avec les pyramides, le mur de Chine, les montagnes rocheuses, les colisées, la Grèce antique. Wow! Pour moi, un site du patrimoine mondial, c'est un lieu d'inspiration. Parce que ce sont des lieux associés à des expériences humaines très fortes et exceptionnelles qui nous poussent à réfléchir à notre rôle dans la communauté humaine. Si on parle d'une progression historique de l'Acadie, une reconnaissance par les Nations unies, c'est un accomplissement assez significatif. Ça ancre l'Acadie dans l'histoire de l'humanité. Cette désignation couronne le cheminement de réconciliation paisible envers son histoire, à la fois remarquable et tragique. C'est véritablement une terre riche d'histoire et un héritage en commun pour tous les peuples de la terre à apprécier. Un bref moment de gloire suivant la désignation d'un site n'a aucune valeur sans l'engagement à long terme. Il y a eu un exercice d'écoute, il y a eu un exercice de dialogue. As a UNESCO. C'est quoi l'UNESCO? Et l'UNESCO. La reconnaissance de l'UNESCO. De l'UNESCO. UNESCO. UNESCO will mean... UNESCO. On ne sait pas qu'est-ce que ça va changer. L'évolution du site pour la communauté acadienne doit se passer par une discussion qui doit avoir lieu auprès des Acadiens. Je pense que les Acadiens et les Acadiennes doivent se pencher sur c'est quoi la raison d'être de Grand Pré aujourd'hui. Je pense que c'est ça aussi qui a marqué le comité du patrimoine mondial. C'est que nous ne parlons pas d'un lieu qui est strictement ancré dans le passé. C'est un lieu qui continue à résonner. Ici, à Grand Pré, c'est une symbolique pour l'Acadie d'aujourd'hui, selon moi. L'identité acadienne, on peut dire qu'elle commence à se forger réellement vers la fin du 17e siècle. L'identité acadienne s'est créée avec la naissance des premiers enfants nés en sol d'Amérique. Des enfants qui avaient culture européenne, mais qui évoluaient dans un milieu qui était complètement différent. Nos ancêtres ont amené le pommier, les pruniers, les poiriers, les cerisiers. Ils ont également amené des saules, les fameux saules de Grand Pré. Les Acadiens utilisent les saules pour toutes sortes de choses, pour faire une barrière pour le vent. Parce que vous imaginez que juste en arrière des saules, ça c'est la Grand Pré. Ça c'est ça que le village prend son nom, Grand Pré. Alors, tout cet étang de terre là, c'est des terres qui ont été récupérées.
C'est normal de voir que les maisons Ferriola, les granges, les jardins, les vergers, comme vous pouvez voir, on n'a pas tordu le gazon sur certaines places. Et ça, c'est à cause que là, il y a beaucoup de pierres qui viennent des sous-sols de maisons acadiennes. Il y avait beaucoup de personnes dans le village de Grand Pré, plus que 2000 personnes. Alors, il n'y a pas tout sur le site national de Grand Pré. Ça, c'est juste 16 arpents de terre. Le vraiment village de Grand Pré, il y avait une grande étendue. On est à peu près sur le chemin des Old French Road, que c'est appelé alentour d'ici. C'est ici que le chemin des Acadiens passe. Juste alentour d'ici, qui continue à sur le de la colline. Hein, les mariages mixtes, comme on peut dire, les Acadiens ou les Français et les Amérindiens. Et la majeure partie des descendants en 1755 habitaient la région de Grand Pré. The Mi'kmaq had a very intimate relationship to the environment, and a lot of the things that we had were based on pattern recognition. When the French arrived here, they had to deal with tides over there as well in France, but they weren't as extreme as they are here. And sort of just teaching them the pattern or the rhythm of our environment, even when it came to the creation of the dikes that they had here. They had a certain amount of window of opportunity in order to work. And again, the Mi'kmaq telling them about the patterns and how it basically worked over here. C'est un marais qui a été aménagé, qui a été asséché, qui a été endigué. On a élevé des digues, des levées, comme les Acadiens les appelaient. On a creusé des fossés, hein, des petits canaux à l'intérieur du marais qui se dirigeaient vers un ruisseau. Et ce ruisseau coulait à la rivière ou ici dans le bassin des mines. Et à l'embouchure de ces ruisseaux-là, on construisait des aboiteaux. Les aboiteaux sont une partie intégrale d'une digue. Et l'eau peut se rendre sur le tuyau qu'est l'aboiteau. Elle va se rendre dessous le digue. Quand elle arrive ici, elle pousse le clapet. Et de là, on peut évacuer l'eau. Ça va naturellement, juste avec les marées hautes et les marées basses. À tous les jours. C'est grâce à ce système ingénieux que les Acadiens ont transformé, tous les marais. En 1713, l'Acadie est passée de façon définitive à la Grande-Bretagne. C'est devenu une colonie britannique. Mais les Acadiens, eux, étaient en grande partie d'origine française. Ils avaient beaucoup de difficultés à se faire à l'idée de prêter le serment à un roi anglais. On ne voulait pas qu'on soit obligé de porter les armes ni contre les Français, ni contre les Amérindiens. Les Acadiens ont dit, voici, on va prêter le serment, mais à certaines conditions. Et puis, une de ces conditions-là, c'était la neutralité. I guess it's just a reflection of what's going on in Europe between England and France. And so a lot of the troubles that were sort of coming to us as nations were coming from Europe and didn't have a lot to do with our relationships at all. That it was illegal for groups of 3 to meet. That's 3 Mi'kmaq or 3 Acadians or any combination of the two, because they were figuring that we were conspiring against the British Crown. À l'époque, c'était une pratique qui était quand même assez répandue, des déportations. Alors, une population totale de 14 000 en 1755, à peu près une douzaine de mille qui ont été déportés en tout et partout entre 55 et 62. Et de ces 12 000-là, on peut estimer à peu près au quart, autour de 3 000 qui seraient décédés. Alors, ces gens-là prennent la direction des colonies anglo-américaines. Au Massachusetts, les gens de Port-Royal surtout s'en vont là-bas, les gens de New York, au Delaware, en Pennsylvanie, la Virginie, les Carolines, Caroline du Nord et la Géorgie. Dès l'hiver de 1756, de la Géorgie et de la Caroline, on permet aux Acadiens qui veulent partir, on leur permet de s'en aller. La Virginie, c'est la même chose. On les rembarque à bord de navires et on les déporte en Angleterre. 1758, après la chute de Louisbourg, on va déporter la population acadienne, la population civile et militaire également, de l'île Royale
Il y avait près d'1 000 Acadiens à l'île Royale à ce moment-là. Et de l'île Saint-Jean, il y avait près de 4 000, dont 3 000 à peu près vont être déportés directement en France. The Mi'kmaq were helping the Acadians sort of get away from that hand of the English. Even the bounty was put on our heads for our scalp, a scalp in 1 year. And literally it was because of our relationship with the Acadians. These Acadians had Mi'kmaq families, and that was the strongest part of our connection was, along with those French who left this province, Mi'kmaq blood went with it in the forms of their brides and their children. And it's even evident today when you get down into the U.S. to our Cajun cousins, if you will, there's a lot of Mi'kmaq blood. Après la signature du traité de Paris en 1763, beaucoup d'Acadiens vont passer à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a passé de provisions pour subvenir aux besoins de ces gens-là. On va les transporter en France. En 1785, il y a un groupe qui part vers la Louisiane, mais entre-temps, il y a un certain nombre qui est revenu ici en Acadie. Saint-Pierre-et-Miquelon, ils vont être déportés de nouveau en 1778, population acadienne et française. Ils vont revenir après 1784. Ils vont être redéportés de nouveau en 1793 pour revenir à la fin des guerres napoléoniennes vers 1815. Des gens qui sont morts de maladie et tous à bord des vaisseaux, on estime à peu près la moitié. Les Acadiens se sont toujours adaptés. Ils sont adaptés au territoire, ici. Ils se sont adaptés aux gens qu'ils ont rencontrés, puisqu'ils sont adaptés avec les Mi'kmaq très bien. Ils sont adaptés aux Anglais, hein, l'histoire oui, on signe, mais pas de serment d'allégeance, etc. Ils sont adaptés à tout. Et puis ensuite, ce parti revenu, il a fallu s'adapter à la Louisiane, à Belle-Île-en-Mer, puis de nouveau s'adapter à l'Acadie, mais pas leur Acadie, mais une autre. Les Acadiens et Acadiennes ont été toujours citoyens du monde. Ils n'ont pas attendu une nomination au patrimoine mondial de l'UNESCO pour être citoyens du monde. On l'a été à partir du moment où on a été éparpillés, d'abord dans les 13 colonies, puis après partout dans le monde. C'est le propre de l'Acadien de se sentir Acadien tout en étant citoyen du monde. This area was Thibodaux Village. Directly across the St. Croix River from French Orchard Hill is called LeBlanc Village. So clearly that was the settlement of the LeBlanc family. And then just farther down the St. Croix River we know was Vincent Village. Typically, as we understand it, the families lived together in a certain settlement within a greater community. The hill that we're standing on here was known as French Orchard Hill. The road just back here is known as the Old French Road. The farm, in fact, is called Willowbrook Farm, which was named in 1760 when the first Shaws arrived for the French willow trees that were standing on the property. I had always known that there were people here before my family, but I didn't truly understand it until I met Dick Thibodaux and he started to talk to me about the Thibodaux settlement here. So we have 2 units open right now.
according to the oral tradition, there was a standing building here, in fact, a wooden barn, that what we understand to have been one of the Thibodaux structures. It's interesting that a lot of people think that all of the houses and buildings of the Acadians were burned or destroyed during the deportation, but we know that's not actually the case. My favorite story probably is when my mother was a little girl and her siblings, they used to hear my grandfather talk about the tippy toes, and they, you know, as children do with wild imaginations, they had sort of conjured up images of little elves and people who lived under their bed at night, and they would talk about the tippy toes. And it wasn't until 2004 when we had all of the Thibodaux here on site, and my mother came up to me and she said, you know, I realized the tippy toes don't live under the bed. The tippy toes are here. They're the Thibodaux. They were able to come and actually not only see where these houses had been, but actually see the view that their ancestors would have seen. And I think it not only brought them closer to their history and closer to their ancestors, I think it also brought them closer to each other. Le message ici, on parle de la déportation des Acadiens et la vie des Acadiens avant la déportation. On peut dire qu'on a des personnes de partout dans le monde, le tour du monde. Il y a des visiteurs de l'Australie, de la Chine, partout dans l'Europe. Les Allemands sont des grands voyageurs, partout d'un bout à l'autre du Canada, des États-Unis surtout. On a des Louisianais qui viennent, pour eux, c'est le pèlerinage, quelque chose qu'ils ont rêvé de faire toute leur vie. Autrement, il y a des Québécois qui sont toujours surpris de trouver leur nom sur la liste d'Acadiens, qui pensaient qu'ils étaient des purs laines québécois. Tous les Acadiens ne savent pas toute l'histoire des Acadiens. Alors, si on dit « Hey, c'est un paysage reconnu partout dans le monde », imaginez ça. On ne parle pas des batailles, on parle moins des soldats. C'est vraiment l'histoire des familles, des personnes qui ont vécu la chose de la déportation. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. À Grand Pré, nous autres, nos parents nous ont toujours parlé de Grand Pré. Moi, mon rêve, c'était de venir à Grand Pré. Puis lorsque je me suis mariée, ma première fois, c'était en 65, ici. Puis ça a été très émotif, oui. Si mon grand-père était venu ici, par exemple, à une journée comme ceci, je me demande comment il se serait senti parce qu'il avait été obligé de changer son nom à King pour avoir de l'ouvrage. Il y avait trop d'émotions, c'était trop proche là, encore. Ça fait des années que j'y viens souvent naturellement, puis à chaque fois que je marche sur ces terres-là, ça me fait encore quelque chose. C'est d'amener les jeunes ici. C'est pour essayer de mettre dans leur cœur la fierté que moi j'ai dans le mien. Capitales, on s'en donne des capitales. Je veux dire, chaque municipalité, je pourrais les nommer, Dieppe, Memramcook, Cap-Pelé, Caraquette, toutes ces municipalités-là sont la capitale de quelque chose. Et c'est une démonstration qu'on est fiers de notre identité, qu'on a des choses à partager. On a toutes sortes de lieux imaginaires en Acadie. T'sais, on a le pays de la Sagouine, on a le village acadien. Bien, Grand Pré, là, c'est la vraie affaire. Là. Cet arbre-là, là, il y a certainement plus que 250 ans. Mais cet arbre-là a été planté par des Acadiens avant la déportation. Ceci, c'est réel, là. On avait quelque chose de fonctionnel ici. Et quand on a été un petit peu séparés à travers la planète, que cette résilience acadienne-là a continué. Mais on a même désiré revenir ici, redonner à Grand Pré et de recréer ce site de mémoire-là. Mais je pense que Grand Pré, c'est un peu notre lien commun à toute l'Acadie. Il y a le poème de Longfellow qui nous a conté l'histoire d'Évangeline. Et de là, on a connu plus sur les Acadiens et plus sur Grand Pré.
Alors, la fameuse Évangeline, c'est elle que les visiteurs ont venu voir. C'est son histoire qui les a attachés à toute l'histoire des Acadiens. Alors, les personnes qui ont venu visiter au commencement des années 1920 ont venu ici pour voir le village de Land of Evangeline, comme c'était connu. Puis, la voilà! Évangeline! Évangeline, ça c'est la petite mascotte de notre site. N'est-ce pas? Oui. Elle vient nous voir tous les matins. Tous les soirs, elle travaille quand même. Mais les jours, elle a son petit coussin dans l'église. Some of my earliest memories are of this park. I can remember an event. John Frederick Urban had many passions and saw many opportunities throughout his life, and this land must have either became available or he talked somebody into selling it to him for this purpose. Il aimait beaucoup cette terre ici. Il marchait souvent sur les digues. En fait, il est mort d'une attaque, heart attack, pendant qu'il marchait sur les digues. C'était ici où était son cœur. John Frederick Urban était mon arrière-grand-père. Mais sa mère était acadienne. Elle venait de la baie Sainte-Marie. Il était passionné pour le peuple acadien et leur histoire. Il avait la bijouterie qui est toujours ici. So he saw this dream of creating this memorial and assembled this land. He started negotiating with the Dominion Atlantic Railway. He knew that the railway could bring people here. The railway was interested in increasing their business, so they were very, very keen on turning this into a tourist site, especially with the Longfellow prose that were written about Evangeline. I believe John Frederick, in his wisdom, knew that the Acadian people had to be involved in this process, so he insisted that they set aside the land where he believed the original church was for the Acadian people to come and build a memorial there at that time. C'était Jean-Frédéric Herbin qui a construit la croix avec les pierres des fondations autour d'ici. Il croyait que ces fondations faisaient partie de l'église Saint-Charles-des-Mines, la paroisse Saint-Charles-des-Mines, l'église des Acadiens. Puis que ça marque l'endroit où était leur cimetière, qu'il y avait peut-être près de 400 tombes autour d'ici. Je sais aussi que Jean-Frédéric Herbin, malgré le fait que son père était français, sa mère était acadienne, il ne pouvait pas parler français. Il pouvait écrire, mais il n'avait pas la chance à pratiquer. Je pense que je continue à essayer à retrouver mon sang français et acadien. Je pense que mon désir de continuer à apprendre le français, ça fait partie d'un désir à reconnecter avec ses racines. On peut mieux comprendre un peuple, une culture, quand on parle la langue, beaucoup plus. Le parc pourrait facilement n'a pas été développé, c'est que ça n'a pas été de John Frederick Urban qui a acheté le parc. Ça pourrait être peut-être pas là du tout. Puis UNESCO serait peut-être jamais arrivé juste parce qu'un homme a acheté le terrain. 3 avril 1917. Cher Monsieur Herbin, vous verrez par le plan de la Grand-Pré, je devrais dire le bassin des mines où se trouvait l'église de Saint-Charles de la Grand-Pré en 1748. Son site est près d'un ruisseau et un peu plus d'1 mille à l'ouest de la rivière Gaspareau. Ça doit être près de Wolfville. Vous qui êtes sur les lieux, il vous sera possible de localiser ce site. Est-ce l'endroit même que vous aviez acheté et qui, aujourd'hui, appartient aux Acadiens? Ils ont cédé une parcelle de terrain, l'endroit où on pensait se trouvait l'église de Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré.
et dans le but, justement, d'ériger un monument. On a recueilli assez d'argent pour construire cet édifice-là en 1922. Ça a été payé par la communauté acadienne. Le DIR a exploité ça, cet aspect-là, là, un peu romantisé. Bon. Et on est allé chercher les touristes américains surtout. Ils montaient dans le train, et puis le train les transportait jusqu'à Grand-Pré. L'église actuelle, ou la structure, l'édifice qui se trouve là, ne se trouve pas à l'endroit précis de cette ancienne église-là. On a un peu de références dans les documents, mais la principale source, de loin, c'est le journal du lieutenant-colonel John Winslow. La nouvelle génération remplace la déportation. Ah ouais, on est ceux qui le font. Ah ouais, on est ceux qui le font. C'est ça que on a parlé de comme traumatisme culturel profond permanent chez les Acadiens. Ben, une des raisons, c'est qu'on vient pour voir Grand-Pré et comme la prochaine ville, c'est Wolfville, qui le met après un commandant britannique qui n'a pas été super gentil. Puis c'est une université anglaise qui s'appelle Acadia. Acadia, pas Acadie. On voit les acteurs de la déportation sont encore partout. Lawrencetown, Wolfville. Ah, ils nous entourent. Tu sais, comme ils nous entourent. Puis. C'est parce qu'il faut qu'on en parle au présent. La déportation, c'est pas juste comme des arrière, etc. Sur des bateaux, blablabla, ça va mal, on sait que ça finit mal, cette histoire-là. Mais comme, il faut qu'on reconnaisse que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la déportation, ça veut dire que quand tu organises un rassemblement en Nouvelle-Écosse, le transport, ça coûte cher. On est loin. Puis aussi, l'autre chose que je pense qui est vraiment actuelle, c'est que, tu sais, comme, ils nous ont divisés, mais ils nous ont divisés dans des petits groupes, sur des petites roches partout. Mon village est tellement différent du village à côté, parce que ça fait 250 ans qu'on vit plus ensemble. Comme chaque village a sa propre identité qu'il faut respecter, puis c'est séparé, puis on est tous différents. Puis c'est la seule place où, vraiment, à cause qu'il n'y a personne qui reste ici, que tout le monde reste ici. C'est un peu... Comme qu'il n'y a plus d'Acadiens qui sont ici. Parce que ça nous appartient vraiment plus, mais ça appartient plus à tout le monde. C'est ça que tu veux dire? C'est intéressant. Ouais. Le monde anglophone va être là. On ne peut pas changer les autres. La seule chose que nous autres, on peut changer, c'est la façon que nous autres, on réagit. Puis qui veut dire la façon qu'on agit, la façon qu'on vit notre vie. Ça prend du courage de juste exprimer en français parfois, comme... Quand on va à l'international, il y a plein de francophones de partout, de tous les domaines, qui se demandent comment est-ce que l'Acadie a réussi à survivre à travers tout son parcours. On n'a pas de territoire, on n'a pas de gouvernement, on est la grosse majorité du temps dans des situations où on est fortement minoritaire au niveau de la dualité linguistique des territoires qu'on occupe. Mais l'Acadie continue à rayonner. C'est pas la première fois que d'autres pays nous disent qu'on existe. La francophonie internationale l'a fait en 1999 lorsqu'ils sont venus à Moncton. Ils ont affirmé haut et fort que l'Acadie faisait partie des peuples du monde. Maintenant, c'est plus que la francophonie, c'est le reste du monde qui nous dit que votre parcours est important. Un Acadien, c'est un citoyen du Canada atlantique qui a fait le choix de vivre en français et de participer au rêve d'une société, d'une collectivité et du peuple acadien. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle la diaspora acadienne, c'est-à-dire les Acadiens qui vivent à l'extérieur de l'espace que nous, on s'est donné, qui sont au Québec, qui sont en Alberta, qui sont en Ontario, qu'on retrouve à Belle-Île-en-Mer, qu'on retrouve aux Îles-de-la-Madeleine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Louisiane, dans plusieurs parties des États-Unis. Donc, ces gens-là qui s'identifient à l'Acadie sont tout autant acadiens que moi, je peux le ressentir. Je pense que l'Acadie a fait énormément de chemin.
On n'est plus en 1604, on n'est plus en 1755, on n'est plus dans les années 1800, on n'est plus non plus au début du siècle. Les années 60, les années 70, on s'est doté d'institutions réelles. On s'est doté d'une université, on s'est doté de caisses populaires, d'Assomption Vie, on a travaillé beaucoup les coopératives. Au niveau de développement, on s'est donné des infrastructures, des institutions, la Société nationale de l'Acadie depuis 1881. Comme minorité, on n'a malheureusement pas le luxe de pouvoir dire on s'arrête pour 2 ans, puis dans 2 ans, on essaiera de voir où est-ce qu'on est puis qu'est-ce qui va se passer. C'est continuel. On est en quelque part les artisans d'une Acadie qui, encore aujourd'hui, s'expriment d'une manière différente des Québécois, des Franco-Ontariens, des Belges, des Suisses, des Français. J'aime beaucoup expliquer l'Acadie aux Québécois. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça, c'est un peuple qui a vécu sa défense francophone comme d'une autre façon. Et comme c'est un autre monde là-bas. Les nouvelles générations ont un devoir de mémoire. Elles ont un devoir de transmission et elles ont un devoir de fierté identitaire. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne transmet plus, c'est fini. Ça va prendre un effort très important de la personne qui vient après pour chercher ses racines. Je trouve que les jeunes s'intéressent beaucoup aux luttes qu'on a gagnées. Au lieu de dire comme on est des perdants. Si on donnait plus des histoires-là de rebelles, si on donnait plus des histoires-là de ce qui arrivait, les histoires qu'on n'entend pas assez souvent. Comme toute la renaissance acadienne, puis comme, les Pascal Poirier, puis les premières conventions, ça vient plus me chercher. Je crois que, écoute, ça incite le monde à venir chez nous. Comme, il faut juste que, entre la frontière du Nouveau-Brunswick puis Grand-Pré, comme, on met des enseignes comme, oh, il y a des Acadiens qui existent encore aujourd'hui, en passant. L'Acadie de la Nouvelle-Écosse, c'est pas quelque chose qu'on vit au passé. C'est pas comme, oh, il y avait une Acadie, puis la star, c'est ailleurs. Ma mère cuisinait pas du homard. Mon père travaillait pas dans une usine de pâte à papier, puis j'allais pas en vacances à Pauly Beach. Donc j'ai pas ces souvenirs-là, mais en même temps, j'ai déjà vécu des 15 août où je me suis sentie acadienne parce que je faisais partie de ce moment-là et j'ai eu envie de sauter dans les bras de mes amis acadiens qui étaient juste à côté de moi. Des événements comme le Congrès mondial acadien, qui réunit à chaque 5 ans des Acadiens de partout au monde pour être fiers de qui ce qu'on est, faire rayonner notre culture, puis être capable de se réseauter, puis se revoir en famille, puis être capable de se parler, puis décider des prochaines étapes pour notre développement. Grand-Pré aurait pu facilement être la fin du peuple acadien. Ça aurait pu se terminer ici. Mais aujourd'hui, Grand-Pré, on est presque devenu le point de départ. La nomination de l'UNESCO nous a concrétisé un territoire à tout jamais à Grand-Pré. Il y a eu beaucoup d'efforts de la communauté acadienne, des lettres, tout ça, pour convaincre Parc Canada de placer Grand-Pré sur la liste indicative, qui était un prérequis pour aller à l'UNESCO. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent ça, mais c'est pas le fait que les Acadiens ont été déportés qui est reconnu ici. Parce qu'il y a énormément de peuples à travers la planète qui ont été déportés, qui ont vécu des tragédies de la sorte. Ce qu'on remarque ici, et ce que l'UNESCO dit, ceci, c'est une valeur universelle, que si ça disparaît, l'humanité perd quelque chose. C'est le fait que les Acadiens, oui, ont été déportés de Grand-Pré, mais qu'on a toujours resté attachés au site. On a décidé de réaménager les terres, de construire l'église, de la gérer, et on y revient à chaque année. On est très attachés. Les critères de l'UNESCO, il y en a 10 en tout. Et nous sommes arrêtés après ces 2 ans de travail sur 2 critères. L'un qui parle de l'interaction humaine avec un environnement exceptionnel. On parle d'un patrimoine agricole, d'une terre agricole qui a été créée à partir de l'endiguement, l'assèchement de ces terres-là sur les plus hautes marées du monde. Et deuxième critère, nous sommes arrêtés sur un paysage symbolique. Et nous avons ici un paysage qui est important pour l'ensemble du peuple acadien. C'est le lieu de mémoire par excellence, non seulement de la déportation, mais également de tout
ce qui a suivi de la renaissance et de la vigueur du peuple acadien. Nous parlons de près de 4000 acres de terre. Les terres, tout ce que vous voyez au loin qui est plat, sont des terres qui ont été asséchées et qui ont été réclamées sur la mer. L'église, c'est le cœur du lieu historique. Au-delà des collines, il y a un autre lieu important, un lieu de mémoire, c'est le lieu de la croix de la déportation. Ce qui est unique ici, c'est vraiment la réconciliation de l'Acadie avec les gens qui sont un peu, comme on dit en anglais, les caretakers du site. On n'a pas été déportés par les planters. On doit dire, nous, les Acadiens, on a été mis sur des bateaux par les soldats de la couronne britannique, on a été envoyés ailleurs. Mais les planters ont été ramassés d'ailleurs puis ont été implantés ici pour occuper les terres. Betty Curry, qui habite juste en haut de Grand-Pré ici, c'est elle et sa famille qui ont donné la terre où est la croix de la déportation aujourd'hui. Elle a toujours été un grand allié de l'Acadie. Elle a toujours été une de nos collaboratrices et partenaires du premier plan. One gentleman that came, and he stopped. This is quite a few years ago, and he stopped and he stood over a little further and he looked at us. To think that my family owned this at one time, he said. He was from Louisiana, you know, and he was just astonished at the beauty of the area. We've farmed this land all our lives, and family's been here in this place for the last 7 generations. We settled down here where the Acadian Cross was our original land grant. UNESCO will bring more people. We're right in the doorstep, I think, kind of the main route to the Acadian Cross. So we're going to have, and you know, that laneway by our farm is going to be busy. Tourists usually stop up here and then walk down, well, not lately. Lately, they've been driving down. The tour buses, they've been. Most tour buses have stopped there, but you still call them the French dikes because they were built originally by the French. The dike lands are beautiful to walk on. They make lovely walking areas. It's a privilege, and it's a very, very important. That's not the right word. It's a very generous thing of the farmers to give that privilege to the tourists. My land starts here over the Caddo and goes out about as far as there's a cornfield out there that you can see. Before they would get together and build a dike by hand with shovels, spades, and oxen, horses, and the like. Today it's more that we hire somebody, a contractor, to come in and do it, but still we do it as a group. People need to respect those big pieces of equipment because they can do a lot of damage to a car or a person. I guess that would be, so just to have some respect for the farmers out there trying to make a living. Overwhelming almost to think that now we've been doing this and just taking it for granted for quite a few hundred years really, and now somebody thinks, and it is, something worthwhile. I learned that this place means a lot to a lot larger group of people than I ever thought, I guess. The older planter community, some people still sort of feel that, you know, this land was sort of given to us after it was taken away from another people, and
Do they still have a claim to this land? Are they bitter? Are they blaming us? I'm sure there's a bit of that. It's just like the Acadian identity is passed down through generations. I think this is maybe passed down through generations as well. Nous avions affaire à des organisations et des individus qui n'avaient pas tendance à travailler ensemble. Pour des raisons historiques, pour des raisons pragmatiques, il n'y avait pas de collaboration établie entre les différentes communautés d'intérêt, que ce soit les fermiers et le domaine du tourisme, par exemple, ou les différentes communautés qui même vivent ici. Un second défi de grande importance, c'était de créer un environnement de partage et d'écoute qui permettait de non seulement saisir ce qui était important pour ces différents groupes, mais également leur faciliter la possibilité de travailler ensemble pour un objectif commun, qui était la protection d'un lieu qui était d'importance pour eux tous. De la nomination, il y a les gens qui l'ont porté. Hein? Les Mi'kmaq, que nous avons dérangés quand on est venu s'installer, nous-mêmes, les Acadiens, et les Planters qui nous ont remplacés. Il y a là un continuum de vie, mais il y a des gens qui ont été opposés et qui aujourd'hui travaillent ensemble. Ça, c'est très puissant. These lands are privately owned. And when we walk, ride, or drive through the dike roads, we do so as a privilege, not a right. To me, everybody comes from an environment, and all cultures have to be connected to a place, because that's what makes people who they are, is where they come from. To the Mi'kmaq, everything is in a constant state of flux. Everything's in a constant state of change. And it's using that pattern and recognition that we had to literally, basically judge how things were going to change. Environment, colors, seasons, our personal development, our growth, everything that we have. Désignons le 28 juillet de chaque année, à compter de 2005, comme journée de commémoration du Grand Dérangement. La raison pour laquelle on a travaillé pour que les cloches, les autres cloches des églises des 4 provinces atlantiques sonnent le 28 juillet à 17h55, c'est parce que ce sont eux, les descendants de Planters de Covenant Church, qui ont lancé cette habitude. The symbol of the bells here at the church service was intended to be that to show the determination and the courage of the Acadians under tragic circumstances, and those tragic circumstances happen all over the world, and the ring of bells gives us the hope that we could overcome. Reconciliation is a big word, but to the Mi'kmaq, the literal translation for reconciliation literally means put things back the way they were. It's like, you know, before things were changed. And so the Mi'kmaq definitely don't feel that there will ever be reconciliation, because things aren't the same anymore, and they never will be. One of the parts of Reconciliation Day were, if you and I to have problems in the last 6 months, on Reconciliation Day I would come to you to beg for forgiveness so we could move on to the future. The Mi'kmaq say that they were never angry with each other for any more than 6 months at a time, because you were under public pressure to accept that apology because of all the community gatherings, so people could move on. Mais les sites de conscience, c'est des sites qui ont des choses à dire. Lorsque les gens visitent ces lieux-là, ils sont portés normalement vers la réflexion. Le Grand Prix pourrait se joindre aux sites de conscience pour
favoriser le dialogue, favoriser la réconciliation, pour qu'on appuie, qu'on a réussi à combiner les efforts de la communauté acadienne, une communauté qui habite maintenant les terres qui ont été dépossédées aux Acadiens, que ces deux groupes souches ont pu se mettre ensemble puis travailler ensemble pour une période de 5 ans pour aller à l'UNESCO. Je pense que ça démontre quand même que n'importe qui pourrait venir à Grand Pré puis travailler à résoudre quelque chose, ou seulement venir à Grand Pré pour se parler. Puis peut-être, parce qu'on est à Grand Pré, peut-être que le dialogue sera plus riche qu'il y aurait été si on serait dans une salle de rencontre, en quelque part, dans un gratte-ciel, dans un hôtel. C'est un peu ce lieu-là qu'on peut venir vivre, célébrer, se recueillir, oui, réfléchir au passé, mais aussi où on est présentement et où est-ce qu'on s'en va en tant que peuple. Alors, je pense que Grand Pré a permis ça pour le peuple acadien et ça a permis cette petite ancrage-là, commune. Je pense qu'on ne doit plus se référer aux tests de sang, au nom de famille. L'Acadie est un projet collectif, un projet vivant. Et qui est acadien sont les individus qui y collaborent d'une manière quotidienne. En 2011, la Société nationale de l'Acadie a signé un protocole d'entente avec les nations autochtones, justement pour voir comment on allait pouvoir recommencer à travailler ensemble. Puis je pense qu'il y a des parallèles extrêmement intéressants. La perte de la langue, par exemple, chez les Mi'kmaq est considérable, bien plus que chez nous. I would like to recognize Glooscap First Nation Chief Sid Peters. Mais c'est pas comme si on avait avec les Mi'kmaq des ponts à reconstruire ou disons, une confiance à réétablir. Ça ne s'est jamais brisé, ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre maintenant à travailler ensemble et puis à s'échanger le meilleur de nos pratiques et de nos manières de faire. Il ne faut pas oublier qu'eux, comme nous, ont le même défi. C'est eux aussi la transmission, la fierté, puis la transmission identitaire. Tout ça, c'est important pour eux aussi. Donc, eux ont un travail à faire, nous, on a un travail à faire, puis collectivement, comment peut-on aller de l'avant? Alors que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau de la langue, au niveau de la nature, je suis tout à fait d'accord, et de la terre, on a beaucoup à apprendre d'eux. Reconnect and celebrate what we used to have, and it's like, you know, it's an easier time to do that now. It's not like, you know, not a bounty on my head, or no one's trying to shove you on a boat anymore. It's like, you know, so it's just, I don't know, time to renew old acquaintances, I guess. So. If we want to have interaction between cultures, then we need to talk to one another. And one of the ways is just to say hi and be friendly. When the people come driving past your door and asking directions. Reconciliation involves understanding, conversations, and it passes on through time. When you know another person and you start to understand another person, that dialogue becomes much more warm and understanding and compatible. So it's getting together and talking that we will keep this process going and heal this process. The region was originally inhabited by the Mi'kmaq people living from hunting, fishing and gathering. C'est assez émouvant d'être là, au milieu des Nations Unies, et d'écouter les discussions autour de ce qui constitue l'identité humaine. With successive deportation between North America, France, England, the Caribbean and Latin America, this is the origin of our diaspora that maintained the culture and the values. D'entendre ensuite la décision qui a été faite de manière unanime et très spontanée, très rapidement, nous a touchés énormément, au plus profond de nous-mêmes, parce que nous avions accompli quelque chose en tant que pays. Canada, this is Fundy. It is one of the places where you see the greatest variation in tides. It involves some very serious technical difficulties. The Acadians applied considerable ingenuity. À partir de maintenant, nous faisons partie de la mémoire humaine universelle. Ce sont 178 pays qui, d'une même voix, reconnaissent l'ingéniosité, la résilience et l'incroyable parcours du peuple acadien. Un parcours inscrit à tout jamais
dans le grand livre de l'histoire du monde. That God may be glorified in heaven. Parce que pour être capable de bien avancer dans l'avenir, un peuple doit comprendre son passé. Et nous, on n'avait pas de lieu commun de ce passé-là. Alors, on s'est doté de ce lieu de passé, qui est un lieu réel. On était capable de l'emménager, de le gouverner, et on a même décidé de l'inscrire au niveau du site de l'UNESCO pour s'assurer qu'à tout jamais, que le site de Grand Pré sera protégé. To inscribe landscape of Grand Pré in the list of World Heritage. I see none, so inscribe. Voilà, c'était Grand Pré Écho de l'UNESCO. Il nous reste à vous dire à la prochaine pour une autre édition de Zone Doc. Merci d'avoir été là.